Nous sommes avec Younes Belfella. Bonjour, vous êtes enseignant-chercheur à Paris 8, spécialiste du Moyen-Orient. Alors on l'a entendu dans ce papier de Christophe. Christophe nous expliquait la pression de la population sur Benyamin Netanyahou. Mais le Premier ministre israélien, il y a également une pression qui s'accentue autour de lui, c'est celle de la communauté internationale. Clairement, parce qu'on voit que l'opinion publique internationale se retourne contre Israël, vu l'agressivité, la violence et des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Mais ce qui est très intéressant par rapport aux informations disponibles concernant la question des otages, c'est que c'est grâce à la négociation politique qu'on arrivera à ce genre d'accord. C'est pas la guerre. Parce qu'effectivement, parmi les objectifs qui étaient communiqués par Israël pour faire son opération militaire à la bande de Gaza, c'était le fait de dire on va faire retourner les otages à la maison. Ça ne marche pas par la guerre, ça marche plutôt par des négociations politiques. Et ça, c'est un élément très important. Cette pression de la population israélienne et cette pression de la communauté internationale, elle joue en fait en faveur de négociations entre les deux camps. Clairement, et même je crois qu'en tant qu'analyste, que ce n'était pas la priorité du gouvernement israélien la question des otages. À certains moments, c'était la priorité, c'est le Hamas, c'est le droit de défense, c'est ce qui était fait au niveau de la bande de Gaza. Ce qui a vraiment fait bouger la question des otages, c'est l'existence d'abord des étrangers, des binationaux et la mobilisation de la communauté internationale, principalement les pays occidentaux, concernés par ces otages. Les États-Unis, la France, on a vu des déplacements de la France au Moyen-Orient, soit par le président, par le ministre des Armées la semaine dernière, les États-Unis pareil. Donc c'est ce genre de pays qui ont des bons contacts avec principalement le médiateur qatari dans cette affaire, qui ont fait bouger la question des otages. En contrepartie, bien évidemment, je crois que ce qui s'est dit, oui, ça rejoint un petit peu la question de libération de certains Palestiniens, mais en même temps, ça remet en question l'avenir de cette guerre dans la bande de Gaza, c'est-à-dire en plus de la trêve humanitaire. Et on va voir ça, la question de la libération des otages. On va voir ça avec vous, Ben Barnier. Vous êtes grand reporter pour France Info et spécialiste des questions internationales. Alors, les pourparlers, on en parle autour de cette libération, mais qu'est-ce qu'on sait exactement qu'on contient l'accord qui est en cours? Quelles sont les modalités de libération de ces otages, en tout cas celles qui sont évoquées actuellement? Vous le voyez, Christophe Gascar le disait depuis Tel Aviv, les négociations se sont accélérées ces derniers jours, ces dernières heures. Le principe global de cet accord, il est d'un côté que le Hamas libère une cinquantaine d'otages israéliens sur environ 240 et deux contreparties du côté israélien, un certain nombre de libérations de prisonniers. Alors certains disaient un pour un, donc ça ferait une cinquantaine. On entendait là de Tel Aviv plusieurs centaines, donc un chiffre à vérifier. Et également, cet élément très important, c'est d'une pause dans les combats de 4 à 5 jours. Vous voyez, je n'ai pas parlé de cessez-le-feu, puisqu'évidemment, ni de trêve, puisque les mots dans ces cas-là sont très importants. Et Israël a martelé, notamment le gouvernement israélien, qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu tant qu'il y aurait des otages à Gaza. Mais en tout cas, cette pause humanitaire, elle permettrait de donner peut-être un peu d'oxygène dans l'enclave palestinienne. Je rappelle quand même quelques chiffres. Plus de 13 000 morts selon le Hamas, dont 5 000 enfants, plus de 30 000 blessés, les populations civiles qui manquent d'eau, de nourriture, de médicaments, plus de 3/4 des habitants qui ont été déplacés, donc une situation catastrophique à Gaza, et donc potentiellement l'espoir pour les otages et évidemment aussi pour les habitants de Gaza. Voilà pour les contours de ces négociations derrière lesquelles on retrouve le Qatar qui est à la manœuvre. Le Qatar à la manœuvre et qui a un rôle à la fois central et à la fois assez ambigu. Alors pourquoi central? Parce que c'est un petit peu le seul interlocuteur possible dans cette situation. Moi, lorsque j'étais en Israël il y a une dizaine de jours, eh bien, le patron du Mossad, donc du renseignement israélien, venait tout juste de se rendre à Doha. Non seulement il l'avait fait, mais il en avait parlé, ce qui est assez rare parce qu'en fait, c'est le seul interlocuteur pour Israël. Mais une position ambiguë aussi, puisque le Qatar, c'est le financier du Hamas. Il verse plusieurs dizaines de millions d'euros tous les mois à l'organisation qui était derrière cette attaque terroriste du 7 octobre. Et c'est aussi au Qatar que sont abrités certains des hauts dirigeants du Hamas, dont Ismaël Haniyeh. C'est d'ailleurs au Qatar que la présidente du comité international de la Croix-Rouge a rencontré Haniyeh, et lors du message d'Ismaël Haniyeh, qui est le chef du bureau politique du Hamas, concernant ces négociations, il cite, je le cite, les frères du Qatar. Il dit: le Hamas a livré sa réponse aux frères du Qatar. Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. C'est vous dire le rôle central du Qatar dans ces négociations. On vient d'entendre, merci Ben, les conditions éventuelles de libération de ces otages. Quels sont les points de tension éventuels qui persistent? Est-ce qu'il y en a encore? Je crois que oui, bien évidemment, parce que l'objectif qui était déclaré par l'armée israélienne, c'était l'éradication du Hamas. Bon, déjà, l'objectif, il est réaliste parce que
Comme vous l'avez dit, bien évidemment, le clergé politique de Hamas est au Qatar. Bon, maintenant, on parle de Hamas en tant qu'organe militaire. Jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a une avancée très considérable de la part des Israéliens. Rappelons que ce qui s'était passé le 7 octobre, c'est que, en fin de compte, Israël il était touché dans sa colonne vertébrale, c'est-à-dire sa force de dissuasion régionale. Pour moi, je ne vois pas que ce sera la dernière guerre dans la région. Je crois éventuellement il y aura d'autres guerres contre le Hezbollah, contre le djihad islamique. C'est fort probable. Mais ce qui est très intéressant, c'est bien évidemment le fait de voir que le Hamas elle a gagné beaucoup de points dans ce conflit. C'est le fait qu'elle se positionne actuellement en tant qu'acteur principal de la cause palestinienne, en tant que leader de cette cause, négocie à travers le Qatar sur la question des otages. Et je crois que ça va avoir des répercussions pas seulement sur ce conflit, mais sur toute la région. Parmi les enseignements que je peux tirer, bien évidemment, et les risques que je vois, c'est bien évidemment une percée de l'islamisation de cette région grâce à ce qui s'y est fait par le Hamas actuellement. Et ça, c'est un élément qu'il faut le prendre en considération. Un éventuel printemps arabe, c'est pas aussi un scénario qui est très éloigné. On se rappelle bien que la guerre dans la bande de Gaza en 2009, elle était une année avant 2010. Bon, voilà les printemps arabes. Et il y a un autre enseignement, et c'est vraiment ce que je crains, c'est que après des efforts diplomatiques, les accords d'Abraham, avoir de nouvelles générations arabo-israéliennes qui n'a pas vécu les anciennes guerres. Là aujourd'hui, je crois que cet effort, il est vraiment détruit par la tension qui existe aujourd'hui. Et donc, je ne crois pas que ce chapitre va se terminer. Oui. Pas seulement avec les négociations politiques. Sur la question des otages, je parle sous votre contrôle, Ben. Elie Barnavi, ancien ambassadeur, a évoqué leur possible, éventuelle libération par groupe, ce qui sous-entendrait que ça peut durer longtemps, que ces libérations, elles peuvent durer indéfiniment et que c'est peut-être aussi un peu un piège dans lequel le conflit peut entrer ou... Oui, en plus, j'ajouterais peut-être aussi pas seulement la question logistique, mais c'est également la question du nombre de contreparties. C'est-à-dire, il faut savoir, il y a à peu près 7000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Donc, il y a 200 enfants, 78 femmes. Donc, normalement, la priorité dans ce genre de cas, ça se donne aux enfants et aux femmes. La question logistique, c'est-à-dire comment ça va se faire, cette opération d'échange, est-ce que et c'est généralement, c'est le cas à travers l'Égypte ou même ou la Jordanie, et parce que l'autorité palestinienne en Cisjordanie n'a pas vraiment de pouvoir. La question, excusez-moi, Younes Belfella, ce qui se pose, est-ce que finalement le Hamas a intérêt à entrer dans cette logique de libérer les otages, puisque finalement c'est aussi sa meilleure arme dans ce conflit, dans cette immense tension, pas qu'au niveau régional, mais au niveau mondial. Est-ce qu'il a intérêt à libérer les otages? Pour deux éléments. Oui, clairement. Le premier, c'est le fait qu'elle se positionne en tant qu'acteur politique, et le deuxième, c'est la question du timing. La question de timing est très importante dans cette guerre. Et ça, là, c'est le grand risque pour Israël, c'est le fait de rentrer dans une guerre d'usure. Plus le temps il passe, il y a un énorme coût économique qu'on ne doit pas négliger par rapport à cette guerre, le fait de rappeler des réservistes, dépenser énormément d'argent sur les services de renseignement et sur l'armée, tout en sachant bien que c'est un jeu à somme nulle. Il n'y aura pas de gagnants dans cette guerre. Les vrais gagnants de cette guerre, c'est des acteurs régionaux. C'est l'Iran, probablement la Russie qui profitera bien évidemment de cette guerre. Donc ça, c'est un élément qu'on doit prendre en considération parce qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une destruction totale de la région. J'aimerais qu'on retourne voir Christophe Gascar et Christophe qui se trouve à Tel Aviv sur cette question de la libération des otages. Est-ce que l'attente de la libération des otages peut durer indéfiniment finalement ? Oui, en fait, c'est le risque et c'est ce que me confiait tout à l'heure un Israélien que j'ai rencontré dans la rue. Il faut comprendre qu'ici, il y a dans le psychisme, en tout cas dans l'histoire d'Israël, cette prise d'otage. Ce n'est pas la première, il y en avait eu un, Gilad Shalit, c'était il y a une dizaine d'années, un otage seulement et les négociations avaient duré 5 ans pour un seul otage. Aujourd'hui, les Israéliens ont bien évidemment peur puisqu'il y en a 240. Ils ne souhaitent pas que ces négociations durent plusieurs semaines, plusieurs mois et encore moins plusieurs années. Et merci Christophe pour ces précisions. Younes Belfella, la libération des otages, quand elle va commencer à intervenir, si elle commence à intervenir, qu'est-ce que ça peut changer ? Est-ce que ça peut changer le visage de cette guerre ? Pas forcément, je dirais, dans la colonne vertébrale, c'est qu'il y a une guerre entre Israël et le Hamas et qui va continuer. C'est-à-dire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un chapitre parmi d'autres qui vont venir par la suite. D'ailleurs, on est sur le 6e round de guerre entre le Hamas et Israël. Une guerre qui, d'un côté comme de l'autre, se soucie peu des populations civiles. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va avoir des répercussions géopolitiques. C'est-à-dire, il y a probablement un changement dans le leadership palestinien, vu l'autorité palestinienne qui est actuellement incapable de gérer ce dossier. D'ailleurs, même les Américains
Américains ils l'ont dit d'une façon extrêmement claire. Deuxièmement, vous avez aussi une crise politique qui est reportée en Israël, vu les critiques qui sont adressées au gouvernement de Benjamin Netanyahu. Et ce que j'espère vraiment, c'est qu'après cette crise, on arrivera à réanimer le processus de paix, dynamiser un petit peu cette partie de la région par un projet des deux États, comme bien évidemment il est confirmé par des États comme la France, ce qui n'est pas le cas bien évidemment dans d'autres pays, mais c'est un élément qui est très important parce qu'on a vu que le fait de faire des normalisations entre des pays arabes et Israël seulement ou des accords d'Abraham n'était pas suffisant pour faire de la paix dans cette région sans avoir une résolution de cette crise. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est ça bien évidemment un point aussi géopolitique, c'est qu'il y a l'Iran qui profite bien évidemment de cette situation. Ses proxys dans la région, au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban, dans les territoires palestiniens profitent de cette crise. Et ça on ne doit pas négliger qu'il y a un axe entre le Téhéran, Moscou et Pékin qui se renforcent dans cette région et qui est en train de contrecarrer l'axe occidental. Merci beaucoup Younes Belfella de nous avoir apporté votre témoignage sur le plateau de France Info. Vous êtes enseignant-chercheur à Paris 8 et spécialiste du Moyen-Orient. Merci à vous Ben Barnier de nous avoir accompagnés également pendant cette séquence. Et puis